Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Zoom. Merci d'être là pour la deuxième conférence du cycle 2021-2022 Bioforce. Alors, cette conférence, on l'a attendue vraiment. Ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on est en contact avec la Fondation Raoul Follereau, qui font un travail formidable, que ce soit au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, dont on va parler ce soir, qu'au niveau de tout ce qui est maladies chroniques, particulièrement en Afrique subsaharienne, dans l'éducation. Je vous conseille à tous d'aller sur leur site internet pour voir la richesse en fait de leur action, et on ne sait jamais, peut-être que vous allez travailler pour eux prochainement, puisque pour ceux qui nous suivent, donc nous sommes ici à Bioforce, qui est l'école de l'engagement humanitaire. Nous formons des logisticiens humanitaires, des responsables eau, hygiène, assainissement, mais qui malheureusement rentrent en janvier. Donc, on a très peu d'étudiants et étudiantes de cette formation, et des coordonnateurs de projets et des responsables ressources humaines et financières. Donc, comme je disais, le Covid a gâché tous nos essais de conférences. Et donc, c'est un plaisir que j'ai de pouvoir parlementer, non seulement avec le Dr Johnson, hein, voilà, que je n'ai jamais vraiment eu en direct, et avec Marie-Philippine de Guibon, qui est la responsable sud-est de la Fondation, qui va nous introduire les actions et l'historique en fait, de la Fondation Raoul Follereau. Et le Dr Johnson, qui est le conseiller médical, de grande expérience sur, non seulement sur la Fondation Raoul Follereau, mais aussi tout ce qui est action humanitaire en Afrique subsaharienne. Et là, on le remercie grandement puisqu'il est au Bénin et en direct et qu'il va échanger avec nous. Donc, il y aura les aléas du direct, hein, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie-Philippine. Je te laisse la parole et bonne conférence à tous. Merci. Moi, tout le monde. Alors, je ne sais pas si le micro. Mais c'est pas grave. Oui, merci. Et tous présents ce soir, pour ceux qui sont en présentiel, c'est chouette de vous voir en physique. Et puis, je salue aussi tous ceux qui sont en distanciel. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on passe un bon temps ensemble, soit pas trop rébarbatif. Donc, je vais raconter une petite histoire, l'histoire de Raoul Follereau, la création de la fondation. Et puis après, je vous parlerai de la lèpre en grande ligne. Et donc, Dr Johnson, qui est en direct en ce moment avec nous, va prendre le relais en visio pour vous parler un peu plus de la lèpre et du projet WASH qui est mis en place, du coup, entre autres par la Fondation Raoul Follereau. Alors, merci à Nina, du coup, qui gentiment passe la présentation en même temps. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, on va faire un bond en arrière. On est en 1936. Et à ce moment-là, donc Raoul Follereau, qui est un avocat et un homme de lettres, a 33 ans. Il est envoyé régulièrement pour faire des reportages en Amérique du Sud et en Afrique. Et donc, en 1936, il se retrouve missionné au Sahara sur les traces de Charles de Foucault. Très bien, donc il décide pendant son voyage de se diriger vers le Niger. Et en fait, il passe un dimanche matin par un village et 4 kilomètres plus tard, il tombe en panne. Et à ce moment-là, au moment où il commence à mettre sa main dans le cambouis avec du coup son conducteur, se retrouvent autour de la voiture des personnes avec des visages complètement déformés. Et il demande à son conducteur qui sont ces personnes. Qui sont ces personnes avec des visages apeurés. Et son conducteur lui répond, ce sont des lépreux du village. Alors Raoul Follereau lui demande, mais comment ça se fait qu'ils ne soient pas au village et qu'ils soient tous réunis à l'extérieur du village? Et lui dit, mais parce qu'ils ont la lèpre. Et donc il lui dit, mais est-ce qu'ils ont des soins, ces personnes-là? Il lui répond, en haussant les épaules, en le laissant en silence comme ça. Et en fait, cet événement-là va être le début, on va dire, de la vocation de Raoul Follereau, et il va décider de mettre sa vie et toute son énergie au profit des personnes qui ont la lèpre, mais plus largement au profit des personnes qui sont exclues. Et donc, ce déclic-là va l'emmener à récolter un nombre de dons
en France, mais aussi à l'international, à destination en fait, de ces personnes-là démunies et exclues. Et il va faire au total 32 fois le tour du monde pour adapter l'aide possible et imaginable à toutes ces personnes-là. Il fonde en 1954 la Journée mondiale des lépreux, qui est toujours d'actualité. Cette année, on va fêter la 69e journée, le 28, 29, 30 janvier 2021. Et cette journée, elle est en France et aussi elle est très très active dans le monde entier. Et c'est donc ce fameux vagabond de la charité, comme on l'appelle, va fonder en 1968 la Fondation Raoul Follereau, dans laquelle je travaille, qui a donc pour vocation de redonner une dignité aux personnes qui sont exclues. Et cette dignité, elle passe par le soin, elle passe par l'éducation et par l'insertion. Voilà, ça c'est vraiment le grand message de la Fondation. Donc on a des projets partout dans le monde, en France et partout dans le monde, qui soutiennent ces 3 leitmotivs: soigner, éduquer, réinsérer. Alors, ça c'est pour la petite histoire et donc la présentation de la Fondation. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la lèpre. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler de cette maladie? Oui, j'espère que je vais quand même vous apprendre des choses. Alors, la lèpre, c'est une maladie qui est causée par une bactérie et qui a en fait atteint la peau, les nerfs, les muqueuses et les voies respiratoires. C'est une maladie dont on peut guérir avec un traitement quand il est pris en stade précoce. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes pensent que c'est une maladie qui est désuète, qui est une maladie ancienne, mais elle est encore très d'actualité, puisque 3 millions de personnes sont affectées par cette maladie, donc portent un handicap à vie. Il faut environ 5 ans en moyenne, c'est la période d'incubation de la maladie. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, un malade dépisté sur 20 reste à vie en situation de handicap lié à la maladie. Ça, ce que vous voyez là, une personne qui est détectée qui est frappée toutes les 3 minutes par la lèpre, etc. Ce sont des chiffres que l'on a qui sont officiels. La réalité, c'est qu'ils sont minorés par rapport à ce qui existe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont atteints par cette maladie, qui habitent dans des villages qui sont reclus et qui n'ont pas forcément accès au dépistage. Voilà, qui sont dans des villages qui sont à des centaines parfois de kilomètres d'un médecin qui potentiellement peut dépister cette maladie. Donc, les chiffres sont déjà assez importants, mais imaginez des chiffres encore plus importants que cela. Alors, merci Nina. Donc, ce que je vous propose, pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, je vais vous montrer une petite vidéo, c'est un petit tournage qui avait été fait sur la lèpre, pour qu'on puisse avoir des images, des témoignages, pour que vous puissiez vraiment voir concrètement ce qu'est la maladie de la lèpre et la façon dont elle est prise en charge. C'est un sujet sérieux. Marie-Philippine, on n'a pas le film en visio. Ah. Alors, on va le repartager. Allez, on le redémarre. Amélie, est-ce qu'on peut éteindre les lumières? C'est bon. Ils ont les pieds et les mains mutilés. Signe d'un stade avancé de la lèpre. Ces malades, pris en charge tardivement, ont contracté une névrite, une inflammation des nerfs qui fait perdre les sensations et provoque de graves lésions de la peau. Dans ce centre médical, financé entre autres par la Fondation Raoul Follereau, une quinzaine de lépreux est soignée et hébergée gratuitement. Certains ont fait plusieurs jours de marche pour venir. Ce centre est souvent leur dernier espoir. Je suis triste parce que j'ai perdu mes doigts, mes orteils. On m'a emmené voir un médecin dans mon village qui m'a fait des piqûres et m'a donné des médicaments, mais je ne suis toujours pas guéri.
Pourtant, lorsque la lèpre est bien prise en charge, elle peut être guérie grâce à une polychimiothérapie. Et le malade n'est alors plus contagieux. On voit des taches claires sur sa peau. C'est comme ça qu'on peut déterminer qu'elle a la lèpre. En plus, elle ne sent plus rien quand on la touche sur les taches. Le terreau de la lèpre, l'isolement, l'ignorance et le manque de moyens du système de santé publique malgache. J'étais malade depuis longtemps. Il y a des médecins là où j'habite, mais je n'avais pas les moyens de consulter. Ça coûte dans les 5 ou 10 euros. J'ai un fils qui a la lèpre. J'ai dû le laisser là-bas au village car il ne marche pas encore. La lèpre inflige une double peine, la douleur physique d'abord, puis parfois l'exclusion. Quand on a la lèpre, les gens ne nous aiment pas. Ils disent que la maladie est dangereuse. Ils ne nous approchent pas, mais disent bonjour de loin seulement. Les premiers signes de la maladie apparaissent au bout de 5 ans seulement, ce qui rend le diagnostic difficile. Il nous manque soit une vaccination qui marcherait très bien, ou il nous manquerait un test de dépistage précoce. Et donc c'est aussi difficile qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Avec environ 1500 cas détectés par an à Madagascar, le fléau millénaire continue de se propager. Merci Nina. Donc on va reprendre la présentation. Super. La lèpre est une maladie infectieuse, comme d'autres maladies. Vous avez vu, il y a plein de documentaires. Hein. Je vous renseigne un peu plus quand vous serez chez vous. Voilà, donc ça me permet de faire la transition avec le projet WASH. Vous imaginez bien que pour lutter contre ce type de maladie, il faut évidemment assainir l'environnement et donc l'eau qui permet de nettoyer les plaies, qui permet de véhiculer quand il y a une eau qui est saine, les bactéries, etc. Dans la lutte du coup contre la lèpre et toutes les maladies à manifestation cutanée, l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont essentiels pour le soin des plaies et la cicatrisation, pour prévenir les complications évidemment liées aux atteintes nerveuses, parce que vous l'avez vu dans la vidéo, hein, à un moment il le lave, etc. La lèpre, quand vous êtes atteint au niveau des nerfs, vous ne sentez absolument plus rien. Le problème, c'est que si par exemple un pied est atteint et que vous avez marché pieds nus toute la journée et que vous avez une plaie, vous ne savez pas que vous avez une plaie. Et donc, ça va être une contagion globale sur l'environnement dans lequel vous êtes. Le Dr. Johnson va vous en parler, hein, mais l'eau permet de venir justement assainir les plaies, cicatriser, et évidemment avoir une meilleure immunité. Voilà, donc ça c'est en grande ligne. Je vais laisser maintenant le Dr. Johnson vous en parler un peu plus profondément, ce projet WASH, toutes les caractéristiques du projet. Donc le Dr. Christian Johnson, il travaille chez nous en tant que conseiller médical. C'est un maître de conférence et il est aussi directeur du programme national de la lutte contre la lèpre et de l'ulcère du Burul. Voilà, c'est vraiment un sujet qu'il maîtrise bien. Christian, est-ce que tu nous entends? Voilà, super. Christian qui est en direct du Bénin. Voilà. Voilà. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous et merci beaucoup de cette opportunité que nous avons d'échanger ensemble sur une dimension qui est très essentielle dans la lutte contre les maladies tropicales négligées d'une façon générale et donc la lèpre en particulier. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bien. Donc, en fait, je voudrais, si vous le permettez bien, vous voyez mon écran, vous m'entendez? C'est parfait, Christian. Très bien. Je voudrais donc axer mon intervention sur la composante WASH, communément, je vais dire la composante eau, hygiène et assainissement, communément appelée WASH, sous son acronyme anglais, comme une composante essentielle de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Je vais d'abord introduire mon sujet parce que quand nous avons commencé par parler de eau, hygiène et assainissement comme composante de la lutte contre les maladies tropicales négligées, notamment la lèpre et l'ulcère de Buruli,
La première des choses, c'est qu'on nous a tourné en dérision. Et on a dit, mais dis donc, ça, c'est un sujet vieux, ce n'est pas d'actualité. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, on se rend à l'évidence que sans cette composante essentielle, il sera difficile d'avoir des résultats et des résultats durables. Je pense qu'avant d'aborder la problématique réelle de l'eau, l'hygiène et d'assainissement en relation avec les maladies tropicales négligées, si vous me permettez, je vais présenter de façon concrète par rapport à nos réalités ce qui se passe par rapport à cette composante. Et enfin, terminer par les projets de la Fondation Raoul Foloro. Alors, je disais qu'il y a quelques années, lorsque nous avions dit qu'on ne pouvait pas lutter efficacement contre les maladies tropicales négligées comme la lèpre, l'ulcère Buruli et d'autres que nous verrons tout à l'heure, sans prendre en compte la composante WASH, on nous tournait en dérision. Mais je suis heureux de constater que la situation a beaucoup évolué, si bien que l'Organisation mondiale de la santé a inclus dans la stratégie qui vient d'être élaborée pour la période 2021-2030, le WASH, le volet eau, hygiène et assainissement, comme une stratégie importante dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, en éditant une stratégie mondiale comme vous pouvez voir sur mon écran. Cela est important pour nous parce que la Fondation Foloro a toujours été à l'avant-garde. Lorsque Raoul Foloro a commencé par parler de la lèpre, très peu de gens étaient conscients de l'importance de cette maladie et les malades étaient stigmatisés. Et progressivement, grâce à son travail, il a pu faire remonter la nécessité de parler de la lèpre et de lutter contre cette maladie. Et à ce jour, plus de 15 millions de malades ont été traités grâce à l'intervention de la Fondation Foloro et également d'autres interventions qui travaillent sur la lèpre. De la même manière, je peux dire que nous avons dès le départ insisté, il y a de cela peut-être 10 ans déjà, de la nécessité d'inclure la composante eau, hygiène et assainissement comme composante essentielle de la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'idée au départ, comme je disais, n'était pas acceptée, mais aujourd'hui, ça a fait son petit bonhomme de chemin et l'OMS a même reconnu et édité une stratégie dans ce sens. La question qu'on doit se poser, c'est que, comme je disais, pourquoi encore parler de l'eau, d'hygiène et d'assainissement en 2021? Eh bien, simplement parce que ce sont des stratégies éprouvées dans le temps. L'importance de l'eau dans l'épidémie de choléra démontrée par John Snow, c'était en 1854 et c'est déjà depuis 1880 que Louis Pasteur a mis en exergue les vertus de l'hygiène hospitalière avec la dynamique eau, hygiène, assainissement, etc., etc. Et il y a eu aussi du travail scientifique qui a été fait avec la publication d'un certain nombre d'articles scientifiques, notamment dans PLOS Médecine, où on a clairement exprimé que l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ce sont des fondations oubliées de la santé. Et sans revenir à ces fondations, il est très, très difficile donc de régler la question de l'hygiène et de l'assainissement. Si je prends par exemple la composante eau, d'après les données du rapport de monitorage JMP qui est publié en juillet 2021, il est dit dans ce rapport que d'ici à 2030, seuls 81% de la population mondiale auront accès à de l'eau potable à domicile. Et 1,6 milliard de personnes en seront toujours privées. Je parle d'accès à domicile. Il y a aussi les autres composantes, à savoir les sources d'eau partagées, etc., etc. Si je prends par exemple le volet assainissement, c'est 67% de la population mondiale qui bénéficieront de services d'assainissement sûr. Et c'est 2,8 milliards de personnes, principalement dans les pays sous-développés. Ce que j'ai dit tantôt pour l'eau, également, c'est dans les pays sous-développés, en Afrique subsaharienne et en Asie prioritairement. Et ici, pour l'assainissement encore, les 2,8 milliards, c'est également les pays sous-développés, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Et donc, les conséquences, naturellement, si je laisse même les maladies tropicales négligées, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est la diarrhée, c'est les maladies intestinales qui tuent des millions d'enfants chaque année. Et si je vais toujours dans cette dynamique par rapport au volet hygiène, l'indicateur qui est reconnu sur le plan mondial, c'est le lavage des mains. Et là encore, nous avons 1,9 milliard de personnes qui seront dépourvues d'installations de lavage des mains.
Ça, c'est le dernier rapport JMP 2021 qui le dit. Et il est démontré que le lavage des mains réduit le risque de diarrhée, des troubles respiratoires, d'infections cutanées. Ça prévient des maladies graves comme le trachome qui entraîne la cécité. Et même, d'une façon générale, on a vu que même dans la prévention de l'infection néonatale en maternité, l'hygiène des mains joue un rôle crucial. Donc, sauver des enfants, sauver des vies humaines, prévenir les gens de la cécité, voilà des choses très simples. L'eau, l'hygiène et l'assainissement, voilà ce à quoi ça amène et ce à quoi, avec ça, on peut éviter beaucoup de choses. Alors, l'un des éléments que j'aime souvent citer, c'est les conséquences économiques. Une étude de la Banque mondiale a montré que si on investit dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement, on a pour $1 investi un avantage net de 5 à 46 $ US en termes de gains économiques, en termes de temps sauvé, en termes de santé. Et les retombées économiques également, c'est tout ce qui est coûts indirects et les fardeaux qui sont liés au portage de l'eau. En Afrique, c'est 160 millions de personnes qui sont essentiellement des jeunes filles et des femmes qui perdent plus de 30 minutes pour la collecte de chaque récipient d'eau. Et ça, c'est vraiment des choses courantes que nous vivons au quotidien. La petite fille, avant d'aller à l'école, doit aller chercher de l'eau pour toute la famille. Et donc, du coup, elle ne peut plus aller en classe. Et ça impacte durablement sur sa scolarité et sur l'économie du ménage. Lorsqu'on essaie de quantifier dans la réalité du Bénin ce que les malades dépensent, c'est autour de 50 € par an. Mais ces 50 €, peut-être ça paraît petit, mais c'est 3% de revenus annuels des ménages ruraux. C'est ça qui est utilisé pour le traitement de la diarrhée. Et ces diarrhées sont essentiellement dues à une mauvaise couverture en eau, hygiène et assainissement. Donc, on a parlé tantôt des conséquences sanitaires, mais également les conséquences économiques de ce mauvais accès à l'eau, hygiène et assainissement. C'est également dramatique dans nos pays, avant même de venir aux maladies tropicales négligées. Donc, voilà un peu le problème. Je parlais tantôt des conséquences sur les décès. Ça, c'est des données que j'ai tirées du rapport JMP 2020 produit par l'OMS et l'UNICEF pour le suivi, le monitorage des indicateurs de l'eau. Et là, on a vu que les décès par diarrhée se retrouveraient réduits sur une échelle de 100 à 25 s'il y avait de l'eau à domicile disponible et bien gérée. Ça va être réduit de 100 à 25. On peut donc mesurer l'impact en termes de décès par rapport à l'eau. La même chose pour ce qui concerne l'assainissement, l'impact, c'est de 100 à 55 si on a une bonne couverture en assainissement. Alors, globalement, on voit donc que si nous voulons travailler au service des communautés, certes, nous luttons contre la lèpre, mais notre travail, c'est aussi apporter de la santé dans les communautés. Et si nous voulons apporter cette santé dans les communautés, à travers la lutte contre la lèpre, nous pouvons aussi faire, comme j'ai l'habitude de dire, d'une pierre plusieurs coups. Donc, nous allons avoir des résultats durables dans la lutte contre la lèpre, comme je vais le montrer tout à l'heure, mais également, nous allons impacter durablement les communautés. Lorsque on présente donc cette situation d'une façon globale, on peut se dire que la situation est catastrophique et que rien n'est fait. Non, je pense que, comme Raoul Foloro l'a dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et grâce à la mobilisation de toute la communauté internationale, des organisations internationales, mais des États, mais aussi des communautés, il y a eu des progrès substantiels qui ont été réalisés dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Je me plais aussi de dire que, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on soit allé un peu plus loin dans les indicateurs. Avant, on disait simplement point d'eau amélioré et point d'eau non amélioré. Donc, si par exemple, j'ai un forage dans une communauté, je vais dire que la communauté a accès à des sources d'eau améliorées. Mais en réalité, on a oublié de dire que pour avoir accès à ce forage, les filles, comme j'ai dit tantôt, vont faire 30 minutes pour aller, 30 minutes au retour, sans compter
le temps qu'il faut pour la gestion de la file d'attente pour aller récupérer chaque récipient d'eau. Et aujourd'hui, on a évolué un peu et on est un peu plus pointu dans les indicateurs. Donc, on va parler de services gérés en toute sécurité. Donc, il faut que le point d'eau soit situé, le point d'eau amélioré soit situé sur le lieu d'usage et disponible à tout moment où on en a besoin. Il y a des services où l'eau n'est disponible qu'1 heure par jour. Là, on peut dire, quand on fait les statistiques de façon globale, croire que bon, on a une couverture suffisante et que c'est bon. C'est heureux qu'aujourd'hui, on soit un peu plus fin pour aller jusqu'à ce niveau-là. Les services de base également, on a introduit la notion de durée pour les petites filles qui doivent se taper la corvée de l'eau. Donc, il y a quand même eu beaucoup de travail beaucoup de travail en amont pour cerner beaucoup plus cette problématique. Et ça, c'est très important pour nous qui travaillons dans le domaine des maladies tropicales négligées. La même chose pour l'assainissement, la même chose également pour l'hygiène, où on a également proposé des services de base, des services non améliorés et l'absence de services. Les services de base étant dispositif de lavage des mains avec du savon présent au domicile. Le service non amélioré, c'est le dispositif de lavage des mains sans savon ou sans eau. Et enfin, l'absence carrément de dispositif de lavage des mains. Donc, cette volonté d'aller de façon un peu plus fine témoigne de ce qu'il y a eu des efforts et qu'on veut toujours aller un peu plus de façon raffinée et de façon plus proche de la réalité des populations. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà commencé les indicateurs avec les objectifs du développement durable. Mais nous avions les objectifs du millénaire pour le développement. Et à l'évaluation, il est quand même important de dire qu'on a fait des progrès. Sauf que les progrès ont été très disparates. Par exemple, si je prends les nouveaux indicateurs gérés en toute sécurité, vous voyez qu'il y a eu quand même du progrès. Il y a eu du progrès. On est passé de 15% à 18% de couverture en services gérés en toute sécurité en Afrique. Mais regardez, pour ce qui concerne les autres services élémentaires et également l'absence de services, on a quand même chuté de 32 à 20%. Ça veut dire quand même qu'il y a eu des résultats. Mais comparé aux autres régions, vous allez voir que c'est en Afrique qu'on a eu le moins de résultats possibles, ce qui veut dire quand même que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Et c'est aussi un indicateur qui nous explique pourquoi nous avons encore tant de maladies endémiques et tant de décès dans cette région due à l'eau, hygiène et assainissement. C'est donc dire qu'il est possible d'avoir du résultat, mais en même temps, nous avons encore beaucoup de travail et beaucoup de pain sur la planche. Alors, après cette introduction, je voudrais commencer maintenant la problématique de l'eau, hygiène et assainissement en relation avec les maladies tropicales négligées. D'abord, maladies tropicales négligées, pourquoi? Avant, nous avions ce que nous appelions on avait la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Et lorsqu'on a évalué, on a vu que, bon, on n'a pas beaucoup atteint les objectifs. Et il était question de dire quelles sont les maladies qui constituent le lourd fardeau au niveau de la santé mondiale en termes de morbidité et en termes de mortalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui tue le plus et qu'est-ce qui rend malade le plus. Et très tôt, le sida, le paludisme et la tuberculose se sont émergés comme les maladies les plus mortelles en charge de morbidité, certes, et en termes de mortalité. Et donc, on a créé les fonds mondiaux pour ces 3 maladies. Mais on a également obligé les systèmes de santé à donner leur budget, le peu de budget qui existe, en complément de la lutte contre ces maladies. Donc, nous nous sommes retrouvés dans une situation où la lèpre et d'autres maladies sont devenues des parents plus pauvres dans les systèmes de santé encore plus pauvres. D'où l'idée de les regrouper sous l'appellation de maladies tropicales négligées pour pouvoir lutter contre ces maladies de façon plus efficace, mais surtout attirer l'attention des décideurs sur ces maladies et sur ces maladies. Donc, les maladies tropicales négligées, ce sont des maladies qui sévissent dans les pays les plus pauvres, affectant la vie de plus d'1 milliard de personnes dans le monde et mettant en péril la santé de plusieurs autres millions. Ça, c'est la définition de l'OMS. Et comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup
de plaidoyer et la Fondation Raoul Foloro s'est associée à d'autres associations de l'ILEP et on a essayé de mettre sur la table des décideurs à travers, par exemple, le sommet qui a eu lieu à Erevan, le sommet des pays ayant en commun le français en partage. Et donc, la Fondation Foloro, Action d'Amiens, les associations de l'ILEP, nous avons envoyé des pétitions pour que, enfin, les gouvernements reconnaissent que ces maladies sont aussi source de pauvreté, source de souffrance et qu'il faille leur donner de l'attention. Quelles sont ces caractéristiques que nous avons mis devant pour convaincre ces décideurs? C'est que ces maladies sont signes de pauvreté et d'exclusion. Elles touchent les populations qui sont les populations pauvres et peu visibles. Elles ne se propagent pas partout dans le monde, particulièrement dans les pays à revenus élevés. Donc, du coup, les crédits de recherche et les crédits de la lutte ne sont pas souvent accordés à ces maladies. Personnellement, mon expérience, j'ai vu que quand tu dépistes, par exemple, un malade de la lèpre, parfois, même quand tu lui donnes le traitement, le malade souffre beaucoup plus de discrimination et de l'exclusion que de souffrance physique. Et justement, ces maladies tropicales négligées sont des causes majeures de stigmatisation et de discrimination. Et comme je disais, ça importe peu, ça intéresse peu la recherche, alors que les solutions existent. Imaginez, la lèpre, le médicament de la lèpre, donc l'association de médicaments qu'on appelle la polychimiothérapie, a été mise en place depuis les années 82. Et à partir déjà des années 90, l'accès à ce médicament grâce à la Fondation Raoul Foloro, grâce aux autres associations généreuses qui ont permis que ces médicaments soient disponibilisés, étaient disponibles déjà dans tous les pays du monde. Mais regardez, quand bien même, vous avez vu la présentation des chiffres, quand bien même ces solutions efficaces existent, eh bien, malgré cela, il y a toujours des malades qui ne sont pas dépistés, il y a toujours des malades qui ne sont pas soignés, simplement parce que ce sont des maladies négligées, avec des populations qui sont négligées, ce sont des populations pauvres et qui n'ont pas accès n'ont pas de voix pour pouvoir se défendre. L'exemple, le vaccin contre la lèpre, nous le développions depuis des années. Mais imaginez, en un an, on a su mobiliser les ressources pour développer le vaccin contre la COVID. Donc, c'est dire que vraiment, ces maladies tropicales négligées constituent beaucoup de sources de souffrance et quand bien même ces maladies constituent des causes majeures de souffrance, eh bien, parce que ça atteint des populations pauvres, des populations sans voix, eh bien, ces maladies sont négligées et continuent de sévir. Ces maladies sont au nombre de 20. C'est dû à des parasites, c'est dû à des virus, c'est dû à des bactéries. Et puis également, il y a d'autres maladies que je vais citer rapidement avant de venir à la problématique eau, hygiène et assainissement en rapport avec la lutte contre les maladies tropicales négligées. Dans les maladies parasitaires, je vais mettre l'accent sur quelques-unes, notamment la gale, qui est aujourd'hui, parce que la lèpre, tout comme l'ulcère de Buruli, ça fait partie des maladies tropicales négligées qui ont un dominateur commun, c'est la peau. Et aujourd'hui, en plus de la lèpre, en plus de l'ulcère de Buruli, nous avons la gale qui est une maladie tropicale négligée majeure qui sévit dans les pays et qui est directement liée aux conditions de vie très pauvres et qui est liée également à un accès insuffisant aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Il y a les affections bactériennes. Parmi celles-ci, nous avons la lèpre, nous avons l'ulcère de Buruli. Ces deux maladies également ont un dénominateur commun avec la gale, c'est la peau. Et nous avons également le pian, qui est également une maladie tropicale négligée qui se manifeste également par des manifestations cutanées. L'Organisation mondiale de la santé a également mis sur la liste des maladies tropicales négligées les morsures de serpent qui constituent des causes réelles de décès. Là encore, vous concevez, ça se passe également, ça entraîne de grosses plaies également au niveau de la peau. Cet aperçu étant donné, il y a plusieurs stratégies de lutte contre ces maladies tropicales négligées. Et je vais à présent m'appesantir sur la stratégie eau, hygiène et assainissement. Il y a la prise en charge des cas, le dépistage intégré, mais permettez-moi maintenant de m'appesantir beaucoup plus sur la composante eau, hygiène et assainissement. En fait,
en fait, si on prend uniquement la composante eau, hygiène et assainissement, nous avons ce que j'ai appelé, et qui vient d'ailleurs de l'OMS, le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie. Et notre intervention, nos actions au niveau de la Fondation Raoul Folero, c'est donc briser ce cercle vicieux. En fait, quand nous avons une population pauvre qui a un accès insuffisant aux services, eau, hygiène et assainissement de base, eh bien, cela va se traduire par la contamination de l'environnement dans les communautés. Cette contamination de l'environnement va exposer les populations aux infections. Et comme on vient de le dire, quand ces infections vont évoluer et vont défigurer et vont entraîner des mutilations et du handicap, eh bien, il y aura la stigmatisation et il y aura l'exclusion et ça va entretenir la pauvreté. Et nous avons donc ce cercle vicieux que nous allons essayer à différents niveaux de briser grâce aux interventions que nous allons décrire tout à l'heure. Alors, ce qui est formidable, c'est que les stratégies eau, hygiène et assainissement agissent aussi bien au niveau de la prévention qu'au niveau de la prise en charge. Comment ces stratégies agissent au niveau de la prévention? Eh bien, lorsque nous fournissons de l'eau potable, il y a une réduction du contact avec les eaux contaminées. Donc, par exemple, nous venons de parler de la diarrhée. Il y aura une réduction de la diarrhée. Lorsque, par exemple, le patient atteint de lèpre bénéficie d'un assainissement amélioré, lorsque ce dernier n'est plus obligé d'aller faire ses besoins dans la brousse et qu'il y a des latrines à domicile, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que comme il a déjà des plaies, je reviendrai sur ça tout à l'heure, au niveau des pieds, quand il va marcher dans la brousse pour aller faire ses besoins, eh bien, il va s'infecter, il va se contaminer. Et donc, on va rentrer dans le cercle vicieux que je viens de décrire. Donc, l'assainissement amélioré va réduire le contact avec les pathogènes. Je ne vais plus parler de l'hygiène des mains, nous en avons parlé assez. Je vais parler d'une maladie tropicale négligée tout à l'heure qu'on appelle le trachome. Et cette maladie entraîne la cécité, c'est-à-dire que les enfants deviennent aveugles à cause de cette maladie. Et le moyen de prévention, c'est quoi? Disposer de l'eau et du savon pour se laver le visage. C'est un geste aussi simple que ça. Mais avec ce geste, on peut éviter que des enfants deviennent aveugles à vie. Mais l'eau et le savon, ça reste encore des luxes dans nos pays. C'est pour ça que la Fondation Raoul Folero, comme stratégie transversale de lutte contre la maladie, insiste sur cette composante qui nous permet donc d'avoir des résultats. Voilà pour ce qui concerne la prévention. Mais ce n'est pas seulement pour la prévention, c'est également pour la prise en charge. Si je prends par exemple les malades de la lèpre, lorsque les malades, on a dit qu'il y a 3 millions de personnes dans le monde qui vivent avec des infirmités liées à la lèpre. Ces infirmités, ce sera au niveau des yeux, ce sera au niveau des mains, ce sera au niveau des pieds. Eh bien, je vais demander au malade de tremper son pied dans de l'eau et de savonner son pied pour éviter des plaies. Ce seul geste peut lui éviter de l'amputation parce que ça va lui permettre de résister aux infections. Ça va permettre de prévenir les infections. Mais lorsque l'infection survient chez un malade de la lèpre où déjà il y a des lésions nerveuses, eh bien, ça va vite évoluer et on sera obligé d'amputer ce malade. Donc, cette composante qui est si banale, que d'autres appellent fondation oubliée de la santé, voilà ce que ça peut apporter dans la vie de ce malade qui peut éviter une amputation simplement parce qu'il y a des services eau, hygiène et assainissement disponibles. Et naturellement, ça va réduire la sévérité du handicap. Et lorsque nous allons dans les communautés et on voit les malades de la lèpre qui sont parfois stigmatisés et exclus, on se demande pourquoi. Mais en fait, quand nous avons interrogé les communautés, c'est simple. Lorsque tu as une plaie infectée, la plaie sent. Mais quand tu n'as pas de l'eau pour faire le pansement, eh bien, ça va sentir plus davantage. Ça va s'infecter plus davantage. Et donc, du coup, ce patient sera exclu. Ce patient sera stigmatisé. Et donc, à la souffrance physique, va s'ajouter maintenant la souffrance morale. La lèpre, c'est les adultes jeunes. Imaginez une jeune fille dans nos communautés pauvres qui a
la lèpre. Rien de grave. Mais lorsque, par exemple, il n'y a pas de service d'eau, d'hygiène et d'assainissement accessible et que les plaies ne continuent pas à sentir, ça veut dire que cette jeune femme sera exclue, elle peut être divorcée, etc., etc. Donc, en fait, cette problématique liée à l'eau, hygiène et assainissement, c'est vraiment une composante essentielle de la lutte contre les maladies tropicales négligées et ces bénéfices vont même au-delà de la lutte contre les maladies tropicales négligées et ça devient un problème de développement, un problème de promotion humaine. Si vous le permettez, je vais aller avec quelques études de cas. Je commencerai naturellement par la lèpre. On vient de le dire, c'est provoqué par une bactérie et cette maladie commence par une tache au niveau de la peau. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Vous voyez au niveau du dos de ce malade, ce que moi je vais appeler une belle tache de lèpre, n'est-ce pas? Donc, c'est une tache claire, une modification de la couleur de la peau. Et cette tache va être une tache où, lorsque je vais tester la sensibilité, eh bien, le patient ne va rien sentir. Et justement, lorsque je dépiste le malade à cette étape, je vais lui donner ces antibiotiques pendant 6 ou 12 mois en fonction de la sévérité du cas et ce malade va guérir sans séquelles. Mais malheureusement, lorsque je n'ai pas cette chance de dépister le malade à cette étape, eh bien, je vais avoir comme cet enfant où déjà c'est un enfant qui a déjà les 2 mains mutilées et non seulement il faut traiter la lèpre, mais il faut également sauver cet enfant et l'accompagner toute sa vie. C'est ce que Marie-Philippine disait tout à l'heure, éduquer, réinsérer. J'aurais fait un travail inachevé si seulement je lui donnais des antibiotiques à cet enfant et que je le guérissais par rapport à la lèpre sans pouvoir l'accompagner dans la vie. Adultes jeunes, vous avez également des personnes adultes qui ont des séquelles de la lèpre. Donc, c'est dire que c'est une maladie qui est encore d'actualité et qui sévit dans les communautés. Et nous avons 200 000 nouveaux cas chaque année. Et ces 200 000 nouveaux cas, je le dis et je le martèle, c'est vraiment la face cachée. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg pour parler simplement. Je disais tantôt que ça commence par des taches. Mais ce qui fait la gravité, c'est que ça détruit les nerfs. Et cette destruction des nerfs, c'est à vie. Et c'est ça qui va entraîner les mutilations au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau des pieds, et que ce patient va garder à vie. Alors, quel est le rôle des services eau, hygiène et assainissement dans la lutte contre la lèpre? Vous voyez, j'expliquais tantôt que nous allons leur conseiller, on va conseiller aux malades de prendre soin des pieds en leur fournissant des services eau, hygiène et assainissement de base. Sur cette diapositive, c'est exactement le cas. On lui fournit de l'eau, on lui fournit du savon et on va lui apprendre à prendre soin de ses pieds. Et avec ça, plus d'infections, plus de perforants plantaires, plus d'amputations. Alors, le problème, c'est que c'est beaucoup plus agréable de fournir de l'eau que d'avoir à fournir une prothèse. C'est beaucoup plus agréable de fournir du savon que d'avoir à fournir une prothèse parce qu'on aurait amputé. Donc, c'est vraiment une problématique qui est très importante. C'est vraiment une composante importante pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Une autre maladie sur laquelle la Fondation s'investit beaucoup, c'est l'ulcère de Buruli, que vous voyez sur cette diapositive et qui est également due à une bactérie qui est cousine de celle de la lèpre, qu'on appelle Mycobacterium ulcerans, et ça entraîne de graves délabrements cutanés. Et définitivement, ces lésions, le premier traitement, c'est le lavage à l'eau et au savon. C'est parce que cet enfant au village n'a pas eu accès à des services eau et assainissement de base que la lésion est si tant infectée et que cet enfant va avoir un traitement très lourd. Rien qu'avec des services eau, hygiène et assainissement de base où on lui permet d'avoir accès à de l'eau et à nettoyer ses plaies au quotidien, jamais, jamais, jamais nous ne serions arrivés à cette étape. Mais avec l'Université d'Angers, nous avons encore conduit des recherches qui ont montré que non seulement l'accès à l'eau permettait de soigner les plaies graves, mais également il y a la réduction de l'incidence de la maladie lorsque les populations ont accès à de l'eau potable, à des services d'eau, d'hygiène et assainissement de qualité.
Je vous montre un malade qu'on devrait amputer. Quand ce malade était arrivé, ce malade avait une lésion, vous avez vu, il y avait beaucoup de croûtes, et derrière ces croûtes-là, il y avait beaucoup de l'infection. Et ça évoluait déjà vers l'os. On lui a dit non, voilà simplement ce que tu vas faire. Tu vas laver la plaie à l'eau et au savon. Donc, vous pouvez voir avant et après. On n'a rien fait d'autre. Tout ce qu'on a fait, on lui a enseigné comment laver la plaie à l'eau et au savon. Donc, service eau, hygiène et assainissement de qualité. Et ça a changé complètement l'état de la plaie. Comme vous avez constaté, plus besoin d'amputer, la plaie a cicatrisé et c'est terminé. Donc, vraiment, c'est une composante essentielle qui permet de prévenir des conséquences graves. Ça, c'est l'ulcère de Buruli. Donc, assainissement, on en vient, lorsqu'on met de l'eau à disposition, donc on règle même les problèmes de l'incidence. Et cette étude a été publiée dans des revues scientifiques de haut niveau. Et d'ailleurs, on a même obtenu un prix pour cette étude-là. Je vais parler d'autres maladies également, parce que je disais que lorsqu'on a accès à des services d'eau, hygiène et assainissement, le bénéfice va au-delà de la lèpre, le bénéfice va au-delà de l'ulcère de Buruli. Ici, c'est une maladie qu'on appelle dracunculose, qui est appelée communément ver de Guinée. Et c'est provoqué par la consommation d'eau contenant des germes de la maladie. Lorsqu'on ingère l'eau, eh bien, les œufs vont éclore dans l'organisme et ça va donner des vers qui vont sortir. Je peux vous dire, et on n'a pas de traitement. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre une bûchette d'allumettes et enrouler doucement ces vers pour les faire sortir de l'organisme. Mais je peux vous jurer, lorsque tu as ça, pour que le ver sorte, ça peut faire 2 mois. Et c'est très douloureux. Et ces vers-là ont la manie de sortir pendant la saison pluvieuse où les gens doivent aller au champ. Et donc, non seulement les malades souffrent, mais également, ils ne peuvent même plus produire, aller au champ, et c'est la pauvreté qui s'installe. Et rien que pour prévenir ça, c'est une eau propre. Rien que ça. Rien que boire de l'eau propre. Donc, vraiment, c'est vraiment capital. J'ai parlé du pian. Nous travaillons sur la lèpre, nous travaillons sur l'ulcère de Buruli, nous travaillons sur le pian. C'est également des plaies. Je viens d'expliquer l'utilité des services eau, hygiène et assainissement pour le pian, pour les plaies. Tantôt, je vous ai parlé du trachome, qui est la maladie cécitante. Eh bien, c'est une bactérie que nous traînons avec nos mains. Et lorsque l'enfant porte la main aux yeux, eh bien, il va s'infecter. Et si on ne fait rien, ça va entraîner des complications au niveau des yeux. Et avec cette complication, progressivement, l'enfant deviendra aveugle. Pour prévenir ça, c'est nettoyer le visage et la main à l'eau et au savon. Donc, j'ai l'habitude de dire, lorsque les gens disent, oui, mais votre stratégie, là, elle est trop vieille. Nous voulons des choses percutantes. Mais donner de l'eau, est-ce que ce n'est pas mieux que faire la chirurgie qui n'existe même pas dans nos contrées ou être obligé à traîner un enfant qui a la cécité? J'ai parlé tantôt de gale. Aujourd'hui, quand je vois nos bases de données, lorsque nous faisons le dépistage, c'est 300 cas de gale. C'est 200 cas de gale que nous dépistons dans les communautés. Mais c'est une maladie qui dépend essentiellement de l'accès à l'eau et à une hygiène de qualité. Ça dépend essentiellement de l'accès à l'eau et à une hygiène de qualité. Et je prends également les maladies les plus mortelles que nous avons gérées dans notre pays ces derniers temps, Ebola. Mais quelle est la stratégie qui a fait ses preuves? Lavage des mains à l'eau et au savon. Lavage des mains à l'eau et au savon. Qu'est-ce qu'on a proposé aux communautés? Des dispositifs de lavage des mains. Donc, c'est vraiment une composante essentielle. Et nous sommes vraiment surpris que malgré toutes ces évidences, il est paradoxal de constater le peu d'attention accordée au programme eau, hygiène et assainissement dans les programmes de lutte contre la maladie. C'est vraiment une composante essentielle et je suis vraiment heureux de cette opportunité que nous avons de mettre l'accent sur cette composante pour la lutte contre la lèpre, en sachant que si on arrive à mettre en place cette stratégie, on fera d'une pierre plusieurs coups. Après avoir présenté cet aperçu global pour la lèpre et pour l'ulcère de Buruli, mais également
pour les bénéfices induits dans les communautés, permettez-moi maintenant de présenter nos interventions. Qu'est-ce que la Fondation Foloro fait dans nos pays sur le terrain dans ce domaine? Eh bien, c'est sensibilisation, éducation, communication sur le dépistage précoce, mais en ajoutant en même temps les services de base en eau, hygiène et assainissement. Ça, c'est notre façon d'intégrer la lutte contre la lèpre et les services eau, hygiène et assainissement pour avoir de l'impact. Mais j'ai l'habitude de dire que notre rôle, notre objectif, notre vision, ce n'est pas de tuer des gemmes, mais c'est soigner des personnes qui souffrent. C'est donner de l'attention à des personnes qui souffrent. C'est d'accompagner les gens. Eh bien, c'est de partager l'amour que nous avons reçu en héritage. C'est pour ça que nous privilégions de mettre l'homme au cœur de nos actions en déployant des interventions eau, hygiène et assainissement, maladies tropicales négligées, dépistage, donner des soins de qualité, mais justement à travers ces services eau, hygiène et assainissement, avoir de la durabilité dans nos interventions. Comme je disais, en donnant de l'eau, hygiène et assainissement, je règle le problème. Je règle le problème de l'UCED Bouli, mais mon intervention va bien au-delà et bien même au niveau du développement économique. Et ces interventions, la recherche, nous construisons des infrastructures adaptées lorsque c'est nécessaire. Nous faisons de l'éducation sanitaire. On fait des appuis au groupement de femmes pour la préparation du savon, justement parce que le savon est une denrée rare. Et les cibles, c'est essentiellement les populations vulnérables, les enfants, les groupements de femmes, les communautés endémiques, mais également nous travaillons pour former les agents de santé et nous donnons également une attention particulière aux 3 millions de personnes dont on vient de parler et qui ont déjà un handicap lié à la lèpre. Et nous faisons des forages et c'est l'étude, je vais passer dessus, c'est l'étude dont je viens de parler qui nous a montré que le risque est réduit de façon significative, le risque d'attraper l'ulcère de Buruli est réduit de façon significative lorsqu'il y a un accès à l'eau. Et voilà quelques images de nos interventions où on combine la sensibilisation pour dépister les malades, mais également faire la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène dans les communautés, en adaptant bien sûr aux emplois du temps des communautés, en prenant rendez-vous. Parfois, c'est le soir quand ils sont revenus des champs ou du marché que nous irons organiser nos causeries. Nous sommes également amenés à faire des infrastructures comme les latrines dans les communautés, des forages dans les communautés pour donner un accès aux services d'hygiène et d'assainissement de base dans les communautés. J'expliquais que nous pouvons également appuyer les groupements pour la préparation du savon. Ces savons seront mis à la disposition des écoles et des communautés pour avoir de l'eau et du savon en quantité. Quelles sont les leçons que nous avons apprises quand nous avons évalué toutes ces interventions? En fait, notre rôle premier, c'est dépister et soigner la lèpre. Mais nous avons constaté que les activités transversales, notamment les activités liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, potentialisent l'efficacité des actions contre la lutte contre la lèpre, l'ulcère de Buruli. Je peux vous jurer que lorsque on fait ces interventions, les populations qui ont peur de montrer les tâches, ils sont beaucoup plus en confiance et on peut faire du dépistage précoce. On n'a plus besoin d'attendre pour amputer les gens. Et ça permet également des perspectives positives en fait de durabilité de nos interventions. Nous avons les effets, hein, ça ce sont les parasitoses intestinales où on a vu qu'en plus des actions de la lèpre, on a une réduction significative de la prévalence des parasitoses intestinales avant et après les interventions liées au WASH. On a une réduction significative de la morbidité liée aux maladies hydrofécales avant et après nos interventions liées au WASH. Et toutes ces interventions potentialisent la lutte contre les maladies tropicales négligées. Je parlais donc on a réduit par exemple de 9,6% la prévalence la géohelminthiase, ce sont les parasitoses intestinales, de 9,6 à 0,86 par les interventions liées au WASH. Et on a des témoignages, hein, ça c'est un témoignage que je me plais de rapporter, c'est une femme de 39 ans qui nous dit, pour être franche, avant, j'étais celle dont les enfants sont toujours malades et tout le monde me connaît à l'hôpital. Si vous voulez,
allez demander à l'infirmier de notre centre de santé. En moins de 2 mois, je peux fréquenter le centre de santé plus de 4 fois. Aujourd'hui, c'est comme un bâton magique. Le fait d'être propre et de toujours se laver les mains au savon. Plus de maladies et donc plus d'inquiétude. Et l'argent autrefois dépensé dans les soins sert désormais à autre chose. Et elle sourit en disant, avec ça, nos agents de santé risquent d'être oisifs. Mais je crois que nous préférons être oisifs que de traiter des complications. Et lorsque nous faisons également les focus group, on a vraiment l'impact de nos interventions qui se dégagent de façon très significative. En guise de conclusion, j'aime bien cette pensée de Foloro qui dit « Des démissions de notre temps naît la mission de notre vie ». Je pense que tous à la Fondation Foloro, nous restons mobilisés pour, en plus de la lutte contre la lèpre, apporter ces services de base. Et lorsque nous avons la rareté des ressources, nous vivons de la générosité du public. Chaque sou que nous collectons chez le public, nous devons l'utiliser avec le maximum d'efficacité. Et justement, les stratégies eau, hygiène et assainissement constituent l'une des stratégies les plus efficientes qui nous permet à la fois de lutter contre les maladies tropicales négligées, de lutter contre la lèpre, de lutter contre l'Ucette bourrelie, mais également de permettre le développement des communautés et d'avoir des communautés en bonne santé. Et comme nous l'avons dit, Marie-Philippine l'a dit au début, soigner, éduquer, réinsérer. Nous ne pouvons pas travailler sur un seul front. Il faut travailler pour renforcer les systèmes de santé. Il faut travailler sur le front de l'éducation. Il faut travailler sur le front de l'eau, hygiène et l'assainissement. Mais tout ça, c'est encore difficile quand nous ne pouvons pas avoir de la stabilité politique et institutionnelle. Lorsque, par exemple, les pays sont en guerre, nous sommes obligés d'arrêter nos interventions et on a un recul par rapport à nos interventions. Nous avons besoin de travailler en partenariat. C'est pour ça que je me réjouis de cette présentation avec Bioforce, qui développe également des programmes eau, hygiène et assainissement. Et je suis sûr que nous pouvons apprendre l'un de l'autre. Et ensemble, en faisant du plaidoyer, de la mobilisation des ressources, nous pouvons avoir beaucoup plus d'efficacité. Voilà ce que je voudrais partager avec vous en introduction. Et maintenant, je reste à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie. Merci Christian, merci pour tout ce que tu nous as présenté. Alors, est-ce que ça a éveillé des petites questions, des interrogations? Je peux vous donner le micro si vous voulez. J'étais bien compris. C'était complet, question. Ah, il y a une question. Oui, non, moi je suis élève à Bioforce, ressources humaines et finances. Je veux savoir justement les financements que vous avez par rapport au programme. Moi, je suis lié à maladies négligées. Est-ce qu'ils étaient suffisants? Vous sembliez dire que ce n'était pas suffisant, mais voilà, comment c'était l'état financier, entre guillemets, de ces programmes-là? Et deuxième question, pourquoi c'est négligé en fait par les bailleurs et par les institutions internationales? Si j'ai bien compris. Si je comprends bien, comment nous finançons ces interventions et pourquoi ces interventions sont négligées? C'est bien la question. C'est ça. Bien. La Fondation Foloro, nous vivons essentiellement de la générosité du public. Donc, par exemple, nous aurons bientôt la Journée mondiale des malades de la lèpre, le dernier dimanche du mois de janvier. Vous allez voir des bénévoles courageux de la Fondation Raoul Foloro qui tendent des troncs aux sorties des églises, aux sorties des supermarchés pour collecter les ressources. Et c'est sur ces ressources collectées qui nous permettent justement de mener ces interventions sur le terrain. Nous vivons généralement de la générosité du public et c'est grâce aux ressources collectées que nous arrivons à déployer les interventions sur le terrain. Et pourquoi ces maladies sont négligées? J'ai tenté d'expliquer dans mon introduction, simplement parce que c'est des maladies qui atteignent les populations les plus pauvres qui n'ont pas de voix. C'est tout. C'est des maladies qui atteignent les populations pauvres qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas
avoir la force de faire des plaidoyers. Donc, voilà. Donc, ces gens-là, ils souffrent silencieusement, ils meurent silencieusement, ils sont handicapés silencieusement. C'est pour ça qu'on a essayé de les regrouper pour pouvoir avoir la force de lutter contre ces maladies. Et justement, la lèpre fait partie de ces maladies. Question, une deuxième question. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, j'ai compris aussi que ces maladies sont souvent dans le domaine de la santé publique, en termes de protocole sanitaire du côté de l'État, ministère de la Santé, de comment la Fondation collabore avec l'État, voilà, les structures étatiques. Et aussi, je sais pour la lèpre, il y a certains territoires où il y a eu soit des pics épidémiques, où il y a beaucoup de personnes qui sont affectées. Il y a des programmes qui ont été développés. Mais à un certain moment, quand le nombre diminue, donc ça rentre dans la vie normale, donc il y a quelques cas isolés, on les oublie, on a tendance à les oublier, mais est-ce qu'au Bénin, vous faites face à ça et comment l'État gère aussi avec la Fondation? Merci beaucoup. Dans les pays, la Fondation Raoul Foloro coordonne la lutte contre la lèpre actuellement dans 12 pays d'Afrique francophone, à Madagascar. Et dans ces pays, la première chose que nous faisons, c'est établir une convention avec le ministère de la Santé. Et nous contribuons à établir un programme national de lutte contre la lèpre ou un programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et toutes les interventions que nous faisons, c'est dans le cadre de ces programmes nationaux. Pourquoi nous faisons ça? Simplement, comme vous venez de dire, on ne peut pas faire des actions isolées. Il faut impliquer les acteurs locaux, il faut impliquer les responsables de ces pays-là dans la lutte contre la lèpre. Donc, nous travaillons toujours dans le cadre d'un programme national. Et ça, c'est notre feuille de route. Notre feuille de route, ce n'est pas faire nous-mêmes, mais c'est faire. Et nous avons constaté que lorsque nous travaillons avec ces programmes-là, il y a la durabilité qui est beaucoup plus facilitée. La lutte contre la lèpre dans les situations difficiles, on en a beaucoup. Ces situations difficiles sont de plusieurs ordres. Ça peut être des situations difficiles dues à l'accessibilité géographique. La lèpre sévit là, au bout de la piste, comme nous avons dit. C'est au bout de la piste, là où le vélo ne peut pas aller, là où la pirogue ne peut pas aller, là où la voiture ne peut pas aller. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. Il faut pouvoir déployer les interventions dans toutes ces régions reculées. Et c'est en se basant sur les programmes nationaux que cela peut se faire. Mais je reconnais que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Et surtout également dans les situations de conflit. Dans les situations de conflit où on ne peut plus déployer les programmes de santé, on perd les acquis que nous avons mis des années et des années à obtenir. Je suis d'accord avec vous que nous devons travailler dans le cadre de programmes de santé publique. Et lorsqu'il y a des situations critiques, il faut pouvoir trouver des mécanismes. Et ça peut être, nous utilisons beaucoup les relais communautaires pour pouvoir atteindre ces populations, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Nous avons une question de Bernard qui demande s'il est possible d'apporter de l'eau courante dans les villages et est-ce seulement un problème financier ou technique ou autre? OK. En fait, nous adaptons la technologie au contexte. Par exemple, lorsque nous avons des villages isolés, la première des choses que nous faisons, c'est apprécier la profondeur de la nappe. Et à ce moment-là, nous allons mettre en place une pompe, un forage avec une pompe à motricité humaine, comme celle que j'ai projetée tout à l'heure dans ma présentation. Et ce point d'eau, une fois que nous avons analysé et nous sommes sûrs que les critères de potabilité sont remplis, nous allons mettre ce point d'eau à la disposition de la population. Et généralement, nous faisons un comité de gestion. Et les populations doivent également contribuer. Et la bassine d'eau peut être à 10 francs ou 25 francs, c'est-à-dire 1 centime d'euro par exemple. Et c'est ça qui permettra de réparer la pompe lorsque ça va être gâté. Mais les choses ne sont pas faciles du tout. Généralement, ces comités de gestion ne fonctionnent pas et nous pouvons être confrontés à ce que nous appelons les taux de panne très élevés qui peuvent, nous devons le reconnaître, aller jusqu'à 20% ou à 30%. Ça, c'est une situation concrète.
Lorsque nous avons des agglomérations de plusieurs milliers de populations, nous faisons ce que nous appelons les additions d'eau villageoise, AEV. Là, on fait un forage déjà plus important. On construit un château qui stocke l'eau et ensuite nous faisons des bonnes fontaines dans les différentes concessions. Et donc, on fait ça pour disponibiliser l'eau. Et c'est seulement lorsqu'on a la possibilité d'avoir des réseaux d'adduction que nous pouvons avoir des adductions d'eau à domicile. Sinon, ce qui est le plus courant, ce sont les forages avec des pompes à motricité humaine. Et lorsque nous avons des agglomérations un peu plus denses, des adductions d'eau villageoise avec un château et un mini château d'eau avec une pompe électrique. Voilà ce que je peux répondre. Question? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour, merci encore énormément à tous les deux pour cette présentation. Le lien était extrêmement clair entre les deux métiers. Je pense qu'on n'en doutait pas, mais vraiment, ça l'a bien illustré. J'avais une question sur... En fait, j'ai deux questions. La première, c'est sur ce lien entre ces deux métiers de la Fondation. Comment est-ce que vous collaborez ensemble véritablement? Parce que j'imagine que les métiers médicaux sont beaucoup plus présents sur du long terme, lorsque les métiers WASH vont être peut-être plus ponctuels et plus répartis. Donc, je me posais la question de comment est-ce que vous collaboriez. Et la deuxième question, là, on vient de parler des nappes phréatiques. Comment est-ce que vous prenez les enjeux de développement durable et d'accès à l'eau sur le long terme, enfin, de la ressource de l'eau dans le programme WASH? La première question, c'est comment nous arrivons à combiner les deux approches avec une approche beaucoup plus de long terme et l'approche de court terme qui concerne l'eau, c'est bien ça? Oui, comment ça collabore? Oui, en fait, c'est comment on arrive à collaborer la partie médicale avec le projet WASH, c'est ça? Très bien. En fait, notre objectif à la Fondation Raoul Folero, c'est l'homme dans sa globalité. À partir du moment où notre objectif, c'est de nous mettre au service, on est à l'écoute. Et les bénéfices sont interliés. Donc, lorsque nous allons dans une communauté, il y a des malades de la lèpre que nous devons soigner. On fait également une étude du milieu et on voit s'il y a de l'accès à l'eau. Eh bien, s'il n'y a pas de l'accès à l'eau, on essaie de développer un programme WASH en addition. S'il y a déjà un forage qui marche, nous allons développer des programmes de sensibilisation à l'hygiène. Et en fait, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de proposer un paquet d'interventions. Ce paquet d'interventions comporte la composante WASH, la composante dépistage, la composante prise en charge, etc., etc. Donc, en fait, tout naturellement, c'est notre vision, notre façon de faire, d'être au service de la communauté qui nous permet de concilier les deux sans problème. Maintenant, la question de la gestion des ressources en eau. La question de la gestion des ressources en eau est une question fondamentale parce qu'il y a des pays où la ressource n'est même pas suffisante. Il y a des pays où on est confronté aux questions de pollution de la ressource, quand bien même elle est présente. Il y a des pays où nous sommes obligés de faire ce que nous appelons la gestion intégrée des ressources en eau. Ce qui est sûr, c'est que c'est au cas par cas et en fonction du contexte. Mais nous ne déployons jamais des programmes isolés où on va seulement faire un forage et on quitte. C'est toujours un programme eau, hygiène et assainissement avec la sensibilisation, avec les groupements de femmes qui sont présents où nous déployons toute la stratégie de changement de comportement. Donc, voilà. Donc, on fait des programmes intégrés santé, mais également composante eau. Et c'est ça qui fait toute la richesse de nos interventions. Et en fait, ça s'agence très, très bien et c'est très, très bien accepté par les communautés. Merci, Christian. Est-ce qu'on peut savoir du coup qui s'occupe de la sensibilisation? Nous avons, la sensibilisation se passe à différents niveaux. Au niveau de la communauté, nous formons ce que nous appelons les relais communautaires. Ces relais communautaires, ce sont des volontaires dans les communautés, mais c'est aussi des anciens malades qui ont déjà vécu la maladie et qui acceptent d'aller sensibiliser leurs pairs. Il y a également les agents de santé.
et nous mettons à leur disposition ce que nous appelons le kit de sensibilisation. Le kit de sensibilisation, souvent, c'est un petit groupe électrogène, un écran et des mégaphones, donc de quoi faire une projection, même dans les régions les plus reculées, et pouvoir porter la voix et sensibiliser. Et ce kit de sensibilisation, nous mettons ça dans les différentes zones endémiques au service de nos équipes. Et c'est avec ces kits et les relais communautaires et le personnel dédié que nous faisons ces sensibilisations. Merci. Nous avons Bernard qui demande, est-ce que les gouvernements au Bénin, par exemple, ont des programmes d'investissement dans le développement du réseau d'accès à l'eau? Merci. Oui, le gouvernement a un programme d'accès à l'eau. Le problème, c'est que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes par rapport aux moyens disponibles. Donc, du coup, on ne peut pas, j'ai dit qu'il y a eu des progrès substantiels. Ces progrès substantiels, c'est aussi grâce à la contribution des États. Même c'est surtout dans les communautés endémiques de la lèpre qui sont, comme je le disais tantôt, au bout de la piste. Parfois, l'aide du gouvernement ne vient pas jusque-là. Et c'est justement là où nous intervenons pour aider ces communautés-là. Merci. Merci, Christian. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... OK. Alors, ça me permet de faire la transition du coup. Donc, nous, à la Fondation Raoul Follereau, comme vous avez vu, on a des opérations de sensibilisation et de collecte qui vont permettre la réalisation de ces projets dans les différents pays. Et du coup, nous sommes à la recherche aussi de bénévoles sur Lyon, sur toutes les régions de France, qui veulent se mobiliser, soit quelques heures par an, soit un peu plus, pour pouvoir mettre en place des actions où on est ouvert à toutes vos idées, pour pouvoir soit récolter des dons, soit sensibiliser les personnes sur ces sujets-là. Donc, moi, personnellement, je suis responsable de la région Sud-Est. J'ai quelques élèves de Bioforce qui m'ont déjà contacté pour donner leur temps pour justement soutenir quelques projets. Si vous êtes intéressés, vous n'hésitez pas. J'ai laissé quelques documentations à la fin que vous pouvez prendre avec grand plaisir. Vous avez le flyer de la fondation, vous avez la petite BD sur l'homme, sur Raoul Follereau, qui est assez chouette à lire et qui vous permettra de mieux comprendre son parcours de vie. Et puis, vous avez le journal qui s'appelle L'Essentiel, qui est le journal qui est consacré à la maladie de la lèpre. Donc, je vous les redonne les dates, 28, 29, 30 janvier 2021. C'est sur le Sud-Est, c'est 600 bénévoles qui sont actifs ce jour-là pour quêter. Comme le disait donc, le docteur Christian Johnson tout à l'heure, partout, centres commerciaux, voies publiques. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de donner quelques heures. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Le local de la Fondation à Lyon est à côté du PRH. Voilà, donc c'est accessible. Merci à tous, ceux qui sont à distance et puis vous en présentiel, d'avoir suivi cette conférence. C'est important pour nous de pouvoir véhiculer encore ce beau message de la Fondation Raoul Follereau et voilà, d'avoir été aussi intéressé par le sujet. Merci, bonne soirée. Merci. Merci infiniment pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci beaucoup. Merci. Merci.